Chers téléspectateurs, bonsoir. C'est votre magazine French Mag, magazine hebdomadaire qui revient comme chaque semaine pour vous faire le résumé de l'actualité nationale et internationale en français. Je me présente Aya Maria Mandjay. Nous débutons l'actualité nationale avec la première dame, Zeynab Jammeh, qui a fait partie du symposium organisé par la première dame des États-Unis, Michelle Obama, l'ex-première dame Laura Bush et l'Institut Bush. Suivons les images. La première dame, Mme Zeynab Jammeh et ses pairs africaines ont renouvelé leur engagement de mettre davantage l'accent sur l'éducation des jeunes filles et des femmes sur le continent. C'était au cours d'un symposium organisé par la première dame américaine Michelle Obama, l'ex-première dame Laura Bush et l'Institut Bush. En effet, plusieurs experts en développement sont d'avis que plus de filles éduquées permettra de changer le visage de l'Afrique. Cette rencontre a mis l'accent sur l'investissement dans les domaines de l'éducation, de la santé et du partenariat public-privé. La ministre de l'Enseignement primaire et secondaire, Fatou Lamine Faye, qui accompagnait la première dame à cette rencontre, n'a pas manqué d'évoquer les avancées majeures de la Gambie, notamment en ce qui concerne l'éducation des filles. Une formation de 3 jours a été donnée aux participants par le bureau de World Food Programme afin d'établir des méthodes concernant la sécurité alimentaire et le concept de nutrition. Notre confrère Ansou Diak vous donne les détails. Le PAM, Programme alimentaire mondial, et ses partenariats ont convié une réunion d'urgence pour mieux utiliser les experts de santé en notions théoriques et concepts de sécurité alimentaire et de nutrition. Selon les experts, les indisponibilités de nourriture à la mauvaise utilisation des réserves alimentaires font que certains pays africains sont menacés de famine. Cette rencontre a été ponctuée d'échanges fructueux entre participants et formateurs du bureau régional du PAM à Dakar. L'une des formatrices nous donnait ici ses impressions. Cette formation a pour objectif de maintenir, construire et renforcer la capacité de la NDMA en ce qui concerne l'analyse de la sécurité alimentaire dans les situations d'urgence pour permettre une réponse appropriée aux chocs qui peuvent impacter la sécurité alimentaire des populations. Après cette formation, ils devront pouvoir être capables de maîtriser toutes les étapes pour pouvoir conduire une enquête de sécurité alimentaire en situation d'urgence, de la phase de planification à l'implémentation, aux recommandations et à la communication des résultats. Et voilà, c'est l'objectif. Mon conseil aux bénéficiaires de cette formation, c'est de pouvoir partager largement leur expérience qu'ils ont eue de cette formation, afin que toutes les étapes d'une enquête puissent être implémentées de façon locale avec les gens sur le terrain. Pour sa part, la directrice résidente du PAM en Gambie, Victoria Jinja, a souligné que cette session de formation de 4 jours permettra aux participants d'être mieux équipés dans le domaine de la prévention de l'insécurité alimentaire dans le pays. La fête du Saint-Marie a été célébrée ce vendredi 15 août 2014. Quel est le sens même de cette célébration? C'est ce que votre magazine a tenté de savoir. Suivons les images. « 1914-2014. La cathédrale de Banjul a 100 ans. Les célébrations de ce centenaire ont démarré au mois de mars dernier pour culminer avec une grande messe présidée par l'évêque de Banjul, Monseigneur Robert Patrick Ellison, le 15 août. Ce jour, l'Église catholique célèbre également la fête de l'Assomption de Marie, Mère de Jésus, la sainte patronne de la cathédrale et partant du diocèse de Banjul. Plus connue localement sous le nom de Saint-Marie, cette fête commémore la montée de la Sainte Vierge au ciel. Dans son homélie, Monseigneur Ellison a salué l'engagement de Marie et a exhorté tout un chacun de s'inspirer de son exemple. Il a demandé aux fidèles de remercier le bon Dieu pour leur avoir permis de prendre part à ces célébrations dans un contexte de paix.
le prélat catholique a demandé de se souvenir de ceux qui connaissent des bouleversements de toutes sortes dans d'autres parties du monde. Une pensée particulière, a-t-il poursuivi, devrait aller aux pays de la sous-région touchés par le virus Ebola. L'après-midi, et comme il est de tradition, les fidèles ont fait une procession dans les rues de Banjul pour la prière des vêpres, arborant des t-shirts et achebis à l'effigie de la Sainte Vierge et sous un ciel pluvieux. La veille, le 14 août, la communauté catholique s'est retrouvée pour un Hawaré, une rencontre pour socialiser, avec au programme des prestations culturelles représentatives de la diversité ethnique du pays. Plusieurs autorités civiles et de plusieurs dénominations religieuses de Gambie et d'autres pays de la sous-région ont rehaussé de leur présence cette célébration du centenaire de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Banjul. Votre magazine en français a recueilli les impressions de quelques fidèles sur ces célébrations. Je m'appelle Fulgence Faye, je suis artiste, auteur-compositeur et je suis sénégalais d'origine, donc particulièrement de Thiès. Donc je suis venu pour fêter avec vous en Gambie, c'est 100 ans et je suis venu pour partager et pour la communion et je suis venu pour chanter pour vous et avec vous. Donc tu sais, l'église catholique en Afrique, c'est très rare de voir une église qui fête ses 100 ans. Donc 100 ans c'est quelque chose. Donc c'est pour cela que nous on est venu apporter avec notre fraternité. Donc c'est juste 100 ans, ça signifie beaucoup de choses. Donc j'encourage toute la jeunesse à aller dans la foi et de garder la foi catholique parce que c'est important. Moi c'est l'abbé Jean-Noël Faye de l'archidiocèse de Dakar. L'historique de la fête, comme il l'appelle, de la 15 août chez nous au Sénégal ou Sangmari ici en Gambie, nous savons que notre maman Marie, la mère de notre Sauveur Jésus-Christ, est montée au ciel avec corps et âme. C'est ce que nous fêtons aujourd'hui. Ça remonte des origines de l'Église. Vous dire exactement quand est-ce que la première 15 août ou la première Sangmari a été célébrée, il me sera difficile de le dire. Mais l'essentiel, c'est de comprendre que nous fêtons aujourd'hui l'élévation de notre mère, Maman Marie, la mère de notre Sauveur, en âme et corps au ciel. C'est ce que nous fêtons aujourd'hui. Voilà. Et nous savons que ça coïncide avec la fête de l'Église qui a maintenant 100 ans. Quel est votre sentiment là-dessus? Un sentiment de satisfaction, madame. Voilà. Vous voyez la foule qu'il y a dehors. Ça dénote la dévotion mariale que la population gambienne a envers de notre maman Marie, notre mère, la mère du Sauveur Jésus-Christ. Vraiment, c'est un sentiment de satisfaction, un sentiment vraiment de fierté. Dire un grand merci à la communauté catholique du diocèse de Banjul, parce que c'est pas évident d'être à l'étranger. Ça n'a pas été facile, mais je ne regrette pas d'être là. Je rends grâce au Seigneur qui m'a amené ici et qui m'a demandé de repartir, parce que le prêtre, il est censé bouger à tout le temps. Passons maintenant au reste de l'actualité nationale. Le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Intégration régionale et de l'Emploi a convié une rencontre avec les importateurs et les gros commerçants de produits alimentaires pour exhorter le secteur privé à se montrer raisonnable dans la fixation de prix de produits de base et de services, en particulier à la veille des fêtes. Il est en effet courant pour les commerçants de justifier la hausse des prix des produits par un taux de change défavorable, mais le ministère soutient que les milieux d'affaires devraient savoir raison garder puisque le gouvernement a créé un environnement propice pour les affaires en termes de politique, stratégie, stabilité, sécurité et des secteurs bancaires efficients.
Certes, il existe une politique libérale en matière de commerce, mais selon les autorités, cette libéralisation ne signifie pas que les Gambiens doivent être laissés à la merci du secteur privé. Les réseaux africains pour l'information, ANI, et Action contre les drogues, RAID, en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale, ont organisé récemment un séminaire de renforcement des capacités des journalistes en matière de contrôle de la consommation de tabac dans le pays. Cette formation vise à sensibiliser la population sur la convention de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour le contrôle du tabac. Dans son effort de donner un nouvel élan au système de marché du pays, le ministère de l'Agriculture a organisé une session de formation pour son personnel sur les systèmes d'information des marchés en vue de promouvoir les produits de paysans gambiens et d'harmoniser ces marchés avec ceux des pays membres de la CEDEAO. Cette formation a été facilitée par le CILS, le Comité interétat de lutte contre la sécheresse au Sahel. Le système d'information du marché gambien était entré dans une certaine léthargie depuis quelques années. Cependant, sa revitalisation permettra aux paysans de mieux exporter leur production et de disposer des informations adéquates en matière de semences. Cette approche qui ne profite qu'aux paysans facilitera l'intégration entre États membres de la CEDEAO. Elle est cruciale pour l'atteinte de la sécurité alimentaire dans le pays. Le programme national de lutte contre la lèpre et la tuberculose du ministère de la Santé a réuni divers acteurs pour revoir le nouveau plan stratégique couvrant la période 2013-2017. Cette rencontre de 5 jours est financée par le Fonds global antituberculose et vise à consolider les acquis enregistrés depuis des années dans la lutte contre cette maladie. Les députés ont repris leurs travaux à la session parlementaire avec au menu l'examen et l'adoption de plusieurs instruments législatifs. Les représentants du peuple ont examiné le rapport de la première session ordinaire du Parlement de la CEDEAO à laquelle ont pris part 5 députés du Parlement gambien. C'était en mai et juin 2014 à Abuja, en République fédérale du Nigeria. Ils ont également adopté les documents relatifs au tout premier sommet des présidents de parlements africains tenu en novembre 2013, toujours à Abuja. Ce sommet a invité les législateurs du continent à se rapprocher des économies industrialisées et de leurs parlements de sorte à booster les investissements, le commerce et le développement. Ces documents invitent aussi les gouvernements africains à redoubler leur engagement à l'intégration économique et des affaires et au développement du secteur privé dans un environnement infrastructurel et législatif adéquat. Vous suivez votre magazine French Mag. Les détails vous seront donnés par Ansou Jack dans votre rubrique sport. Bonsoir, amis téléspectateurs. C'est votre ami Ansou Jack pour vous présenter cette rubrique. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a assuré qu'il ne ménagera aucun effort dans le processus de consultation nationale autour du football qui cherche à développer une stratégie globale de 5 ans pour assurer l'excellence dans le sport. Suivons ces reportages. L'honorable Aliou Keba Jammeh s'est exprimé dans un entretien avec des journalistes en marge du Forum national d'une journée tenue renseignement à la salle de conférence du Friendship Hostel à Bakau. Le ministère a déjà contacté les services du consultant indépendant à la personne de l'ancien ministre gambien des Finances, Dominique Mendy, qui dirigera le processus. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à veiller à ce que tous les partis prenants dans le pays soient contactés avant que le document ne soit validé. Le ministère Jammeh a dit qu'il est dans l'ensemble impressionné par le niveau de représentation des différents acteurs du football du pays dans toutes les catégories et garde l'espoir qu'il y aura une avance dans la quête de rendre le jeu plus attrayant pour tous les Gambiens.
C'était tout pour cette rubrique sport sur votre magazine en français. C'est fut un plaisir de vous le présenter. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations sportives. Un entretien entre un médecin et une personne peut-être atteinte par Ebola. Une conversation pas vraiment en tête-à-tête, car ceci n'est qu'un exercice de simulation grandeur nature. Nous sommes à Biancouma, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Médecins et infirmiers répètent les bons gestes pour diagnostiquer sans être contaminés. C'est souvent la première fois qu'ils enfilent une combinaison de protection. Le fait de porter un peu avant, ça nous rassure parce que les différences qu'on peut signaler pour que ça puisse s'améliorer. Puisque, par exemple, ici, le gant qui est là n'est pas adapté. L'exercice se déroule sous l'œil attentif de la population et des autorités. Des premiers soins à l'isolement jusqu'à l'inhumation et la désinfection, tout est répété. Objectif, vérifier que le personnel de santé est prêt et détecter les erreurs qui pourraient être fatales en cas d'épidémie. Je crois que c'est là où les gens doivent faire vraiment attention parce qu'au moment de se déshabiller, on peut s'infecter. Et cette démonstration, c'est ça le but, pour que les gens voient comment on peut se déshabiller de manière assez correcte pour éviter de se contaminer. Aucun cas d'Ebola en Côte d'Ivoire, mais le pays a des centaines de kilomètres de frontières avec la Guinée et le Libéria, très touchés par le virus. Le gouvernement veut donc parer à toute éventualité. Des fonds ont été débloqués et la ministre de la Santé a assisté à la simulation. Vraiment, pas de psychose, il n'y a pas de quoi avoir peur. Il y a surtout de quoi être vigilant et se dire qu'à n'importe quel moment, la position de la Côte d'Ivoire peut être une porte ouverte, n'est-ce pas, à l'épidémie, à l'entrée du virus Ebola dans notre pays. C'est la raison pour laquelle nous voulons être prêts. Le nerf de la guerre contre Ebola reste toujours la prévention. Les préfets ont désormais des seaux, du chlore, des masques. Ces kits seront disposés aux entrées des bâtiments publics de la région. Après 10 jours passés derrière les barreaux, Honoré Kapoukou est de nouveau un homme libre. Le militant des droits de l'homme a repris le chemin du travail et c'est soulagé qu'il pousse la porte de son association La Voix des Sans-Voix. Première retrouvaille avec ses collègues, émus et soulagés, ils se sont battus sans relâche pour sa libération. Puis vient le moment du témoignage. Honoré Kapoukou fait le récit de son calvaire, débuté la nuit du 2 août, alors qu'il veillait sur des malades dans une église de Kinshasa. Des hommes armés font irruption. Ils ne nous ont pas permis de savoir qui ils étaient. Ils se sont mis directement à fouiller partout, réveiller les patients qui étaient déjà endormis et regrouper tous les hommes retrouvés sur place. Le groupe est ensuite embarqué direction le siège des services des renseignements et là, stupeur, Honoré Kapoukou apprend qu'il est soupçonné d'avoir participé à une attaque contre le camp militaire Tchatch le 2 juillet qui a fait un mort. Il n'y avait pas de motif puisqu'on a suivi comment les agents échangeaient entre eux, quel motif on va placer pour la détention de ces gens. Et directement l'un a soulevé, il faut parler des soupçons sur l'insécurité au camp Tchatch. Faute de preuves, le militant et cette autre personne sont finalement relâchés. 3 autres sont toujours détenus. L'association réclame aujourd'hui l'ouverture d'une enquête contre l'agence de renseignement accusée de violer les droits de l'homme. Il est inadmissible que des personnes soient détenues sans qu'elles aient droit aux visites, à l'accès à la nourriture convenable, ni à l'eau potable. Et nous ne pouvons pas comprendre que ce service, qui a des moyens importants, qui sont votés au niveau du Parlement, puissent détenir des gens comme des bêtes. Honoré Kapoukou libre, l'association va pouvoir se concentrer sur un autre dossier, celui du double assassinat de 2 de leurs collègues en 2010, Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Le procès suspendu depuis plus d'1 an doit reprendre le 29 août prochain. Sur ces images, Aboubakar Sidiki est en campagne pour les élections municipales à Maroua, le chef-lieu de l'extrême nord, la région où sévit la secte islamiste nigériane Boko Haram. C'est le tout dernier combat politique en date du président du mouvement patriotique du salut camerounais,
un jeune parti d'opposition. D'après ses partisans, Aboubacar Sidiki a été enlevé il y a une semaine exactement à Douala, la grande métropole économique du Cameroun. Il y a une descente musclée des hommes cagoulés avec environ 3 à 4 véhicules qui l'ont déporté directement de son bureau. Et il lui a été reproché de vouloir, entre guillemets, déstabiliser le pays. Donc on n'en sait pas plus que vous. Le réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale affirme qu'Aboubacar Sidiki est actuellement détenu dans une cellule du secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé. L'ONG et son avocate mettent directement en cause les pouvoirs publics camerounais. Monsieur Boubacar Sidiki a été enlevé, kidnappé. Et ça, c'est le terrorisme d'État qu'il ne faut pas accepter. Il y a un problème, ils ont des choses malsaines à cacher. Et nous ne sommes pas ici dans un État qui n'est pas réglementé. Et l'État doit montrer lui-même l'exemple du respect des règles qu'il a mises en place librement. La région de l'extrême nord, dont est originaire Aboubacar Sidiki, est classée zone de guerre depuis quelques mois. Le porte-parole du gouvernement camerounais ne confirme pas l'arrestation de l'opposant. Mais il affirme que le Cameroun étant en guerre ouverte avec Boko Haram, les autorités peuvent à tout moment ordonner l'interpellation de tout individu qui aurait des liens avec la secte islamiste nigériane. Vous suiviez votre magazine French Mag qui prend fin. Merci d'avoir été à l'écoute. Rendez-vous la semaine prochaine sur votre chaîne de télévision nationale DRTS. Au revoir.